Bonjour à tous, seconde partie de notre podcast consacré au ramp rider Lamine Fati. Après sa carrière sportive, nous enchaînons aujourd'hui sur sa vie professionnelle. Et du coup, à la suite de ça, une fois qu'il y a ça qui mettent en place, on va créer ce genre de délire-là. Ouais, on va vendre la rampe avec des riders et tout. Mais les gars, par contre, il faut qu'on soit tous des pros parce que c'est plus facile à vendre. Tu sais, c'était comme ça qu'ils vendaient le truc. Tu vois, Zola et Gus, ils se sont dit, les gars, il y avait Joachim Santi, un rider de Aix-en-Provence qui était chez Rollerblade, un gars que peut-être vous avez connu ou pas. Il y avait Anis, il y avait Fabrice, Anis moi, Galem. ouais, Anis, Zola, Gus et moi, on était 6. Il y avait que Gustavo qui était professionnel et je crois Joachim, mais je suis pas sûr. Et le but c'était que tout le monde soit professionnel pour qu'on puisse vendre le truc aux mairies. Enfin bref, c'était comme ça qu'on avait organisé le truc, tu vois. Donc du coup, moi je dis ok, vas-y. Et à un moment donné, on a la finale européenne cette fois-ci qui se fait à Paris. Mais on a une étape entre temps. Il y a une étape. Du coup, il y a une étape pour se qualifier pour la finale européenne. Tu vois. Donc, du coup, je me dis, bon, je suis à la maison. A priori, ça devrait passer en rampe pour moi, tu vois. Donc, c'était ma rampe, tu vois. Donc, du coup, là, je ride cette compétition pour se qualifier pour la finale. Je suis même pas qualifié. Et je sais même pas pourquoi je suis pas qualifié. Tu vois, Zola est qualifié, Fabrice est qualifié, Anis, tout le monde, tu vois. Et sauf moi, bizarrement. J'ai été vexé. Je sais pas pourquoi, en fait. Tu sais, je pense que ça devait être l'ego sur le coup qui a dû parler, tu vois. C'est pas grave. Il y avait une autre étape qui était en Italie. Je me suis dit, je vais aller en Italie et je vais aller faire la compète là-bas. Du coup, je pars en Italie et je rejoins Taïd parce que Taïd, à ce moment-là, lui, était déjà en pro là-bas et tout. Je pars avec Dalibor Jazic, un rider street qui roulait à l'époque beaucoup avec Wilfried. On part tous les deux à l'arrache, on prend le train pour aller en Italie et tout. On sait même pas où on va dormir. Moi, j'arrive à squatter avec Taïd dans la chambre et il y avait Thierry et Fabrice l'Allemand. Ouais. Les gars que vous devrez aussi avoir, ça serait top parce que c'est hyper cool et tout. Et ces mecs-là qui vont aussi nous héberger une soirée et après on va vadrouiller, tu vois, comme ça. Bon, du coup, je m'inscris en rampe et en street. Je me dis, allez, on fait les deux. Non, c'est même pas qu'on fait les deux, c'est que moi, je m'inscris en rampe parce que mon but, c'était la rampe. Et il y a Dalibor qui me dit, bah, fais le street avec moi, comme ça, je vais pas être tout seul. Je dis, bah, vas-y, je m'inscris avec toi en street et tout. Donc, sans prétention, le street, hein. J'y vais, je fais mes runs. Je fais mes 2 runs, machin et tout. Une fois que j'ai fini, je pars à la rampe, je fais mes 2 runs en rampe et tout, machin. Nous, on devait prendre un train et tout parce que avec Dalibor, il fallait qu'on se grouille et tout. Sauf qu'à un moment donné, moi, j'étais persuadé de pas être sur le podium, tu vois. Je me dis bon, c'est bon, on s'en fout, de toute façon, voilà quoi. Et à un moment donné, t'as les mecs qui m'appellent. Ouais, Lamine, t'es sur le podium de la rampe, donc j'y vais. Donc voilà, je fais 2e, donc je reçois la médaille et tout, très content, très heureux, ouais, machin, qualifié pour la finale européenne. C'est tout ce que je voulais, en fait, c'est tout ce que je voulais. Donc du coup, voilà, je suis content, on fait la photo, on donne la médaille de l'ASA, machin et tout et tout. Et je dis, bon, faut que je parte, tu vois. Et au moment où je prends mon sac pour partir, on me rappelle encore pour la 3e place, mais en street cette fois-ci. Du coup, j'avais fait un coup double comme ça, c'était la première fois d'ailleurs, et j'étais très content, médaille de bronze cette fois-ci en amateur. Qualifié pour la finale européenne en street aussi. Donc, tu vois, donc du coup, mais l'objectif était atteint. Et alors la finale? Ah bah après la finale, on a la finale européenne qui arrive, donc du coup qui se passe à Paris. On a les juges américains qui arrivent avec Azikiwe Anderson, il y a Mac Kopalak, il y a John Julio, Randy Spicer, enfin bref tout le pointure, tout le gratin américain qui est là. Je crois que Taïg aussi est là pour la finale, mais il regarde. Hein, je sais même pas s'il regarde ou il juge, mais il est là en tout cas. Et là, t'as tous les Européens qui sont là, et t'as une grosse pression quand même, parce que là, voilà, t'as la Belgique, t'as la Suisse, t'as les Allemands, t'as l'Espagne, t'as l'Italie, donc des bons riders, pour être honnête, des bons riders et tout, et bon, t'es un peu stressé parce que tu dis, ah ouais, quand même, et tout. Je me dis, c'est la rampe, c'est la maison, faut y aller. Et là, j'essaie d'envoyer, j'envoie, tout se passe bien pour moi. Anis finira premier. Moi, je finirai 2e et on aura Christian Jenny, un rider suisse qui finira 3e et Fabrice qui finira 4e. Donc voilà, le but était atteint, on passe professionnel et tout. Donc ça, c'était les trucs, les super. Après, Anis, vu que lui, il a fini premier, donc du coup, lui, il reçoit la carte pour aller aux X Games. Donc du coup, pour aller aux X Games, donc lui, il a la carte forcément d'office. Mais nous, on reçoit par contre le titre de l'année d'après Rider Pro. C'était tout un parcours à l'époque pour devenir pro. Attends, il faut que t'expliques ce que ça veut dire à l'époque Rider Pro. Bah à l'époque Rider Pro, c'était que en fait tu devais faire des compétitions amateurs, mais après l'ASA, parce qu'il y avait 3 circuits, il y avait le Nice NI2S, après il y avait le ISS
le I2S, et après on avait l'ASA amateur et ASA Pro. Tous les week-ends, tu pouvais partir en compétition. Voilà, c'était simple, c'était ça. Donc du coup, il y avait ces compètes-là, mais il y avait une qui ressortait du lot, c'était l'ASA Pro Tour et l'ASA Amateur. Et en fait, si tu veux, à l'époque, pour passer pro, pour pouvoir être en professionnel, il fallait que tu fasses des étapes en ASA Amateur avec des points qui te permettaient de te qualifier pour une finale. Et seulement si tu étais dans les 3 premiers, tu avais le statut de l'ASA Pro Tour. Et à l'époque, quand tu avais le statut de l'ASA Pro Tour, tu avais l'occasion d'aller à Woodward gratuitement. Et c'était ça qui était aussi incroyable. C'est pour ça que... Et tu peux expliquer pour les gens qui connaissent pas Woodward, ce que ça représente, ce que c'est Woodward? Alors Woodward, comment l'expliquer comme ça pour les auditeurs, ça va être compliqué, mais Woodward, c'est un grand skatepark qui est énorme, qui a des infrastructures avant-gardistes, j'ai envie de te dire presque, parce que on a du bac à mousse, on a de la rampe sur laquelle tu peux tomber, ça glisse, on a des modules avec de la résine où tu peux sauter et tu te fais pas mal. Enfin bref, on a tout un complexe sportif dédié pour le sport extrême qui est extraordinaire et qui permet justement à n'importe quel rider, que ça soit en skate, BMX, roller, de progresser, ou trottinette même maintenant. Et voilà, et à l'époque, quand tu avais l'occasion d'y aller, bah t'étais sûr de rencontrer toutes les stars qu'il y avait de l'époque, donc que ça soit Tony Hawk, Jimmy Bestrick, Matt Hoffman, Dave Mirra. Quand tu avais cette carte de professionnel en roller par l'ASA, entre guillemets, eh ben, tu pouvais aller aller à Woodward et tu envoyais un mail en disant voilà, je vais venir pendant 2 semaines, et tu avais ta chambre là-bas parce qu'il y avait un chalet pour les pros qui permettait de venir, de dormir et de manger gratuitement en échange de faire des démonstrations ou quelques initiations. C'était le rêve, franchement, à l'époque, c'était de la folie. En termes d'argent et de sponsoring, qu'est-ce que ça changeait pour toi? Moi, ça changeait rien en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai gagné les sous aux démos. Grâce aux démos, donc je mettais un peu de côté pour partir. Encore une fois, là, là, je reviens en arrière un petit peu par la suite une fois qu'on passe professionnel, tu vois. Donc du coup, il y a que Anis qui va aux X Games parce qu'encore une fois, il a fini premier. Et moi, d'un coup, je reçois une lettre des X Games. Là, c'est un truc de fou parce que je m'y attendais pas. Moi, je reçois une lettre, je reçois une wildcard en fait. On me donne une wildcard pour participer aux X Games. Là, on est en 2001. En fait. Moi, je reçois ma lettre en 2000, après la compète, pour participer aux X Games en 2001. Donc, du coup, je reçois ça. Et moi, je suis tout content, tu vois, je suis super heureux de participer. Donc, tu vois, je calcule pas très bien l'anglais, donc je montre la lettre à Zola. La Zola, il me dit, waouh, mais c'est super et tout, tu vas aux X Games et tout. J'étais trop heureux, je dis, maintenant, c'est bien beau d'aller aux X Games, mais il faut payer pour y aller là-bas, parce que, et tout. Donc, du coup, je fais quelques démos, je mets un peu de côté et tout. Tu vois, c'est aussi ça, j'ai eu la chance de côtoyer aussi tous les copains et tout. Celui qui va me prendre en charge avec eux, ça va être Raphaël Sandoz, qui à l'époque était le team manager de Rollerblade, qui va me prendre... Une légende. Une légende de dingue, un des mecs qui a fait évoluer la rampe. Il faisait des 540, je crois que c'était le seul qui faisait des 540 à plus de 2 mètres de hauteur, qui était extraordinaire. Mais il y a toute une génération de rampeurs qui était fou, hein. On a eu la chance d'avoir des très bons riders comme ça, tu vois. Et, tu vois, pour en venir au truc, Anis, il demande à Raphaël si moi je peux squatter avec eux parce que j'y vais à l'aveuglette, hein. Et Raphaël, il dit, bien sûr, Lamine, il n'y a pas de problème, tu viens avec nous, tu dors avec nous. Et j'étais dans la chambre avec Thierry Lallemand et Anis. Donc, du coup, voilà, on squatte, machin et tout. Il y a Gustavo qui nous rejoint là-bas, et tout, il squatte en tant que famille, tu vois. Et moi, là, je participe à ma première compétition. Les X Games, je crois que ça a été le truc le plus dingue et le plus fou. Parce que t'arrives aux X Games, les gars, ils te calculent, quoi, tu vois. Ils te donnent, il y a ton nom qui apparaît en gros dans tout le Staples Center c'était pas le Staples Center, pardon, le stade à Philadelphie, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, il y a ton nom et tout, machin, on te donne de la bouffe et tout. Et en plus, à la fin de ça, tu repartais avec $1000 juste pour avoir participé aux X Games, tu vois. Donc c'était vraiment la belle vie. Enfin bref, j'arrive sur la rampe, sauf qu'à un moment donné, là, il y a un truc qui va arriver, mais ce qui est normal en même temps, c'est que t'as vu, nous, les infrastructures en France, elles étaient aux normes. On avait des normes, je sais pas pourquoi, c'était petit ici. Et quand t'arrives aux X Games, la rampe, elle mesurait 1,50 m de plus que ce que nous on ridait à Vitry. Donc là, t'arrives, c'est un mur, le bordel. Donc tu dis je vais faire un peu de figuration. 2001, c'était de la figuration pour moi, mais vraiment, 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 c'était vraiment de la figuration. Je ride comme je peux, tu vois, avec une flip parce que la rampe, elle est grande pour moi. Je vois tous les riders qui la ride, mais les doigts dans le nez. Je me dis putain, je dois avoir un problème moi là-dedans parce que c'est pas normal.
Bref, je ride un peu. Je fais pas un truc de fou, donc je roule normalement, sauf que je finis avant-dernier, tu vois. Et le dernier, c'était Jaren Grob. Ouais, pas de quoi d'être fier, mais bon, voilà, tu vois, c'était Jaren Grob. Et lui finit. Sauf que moi, je finis avant-dernier. Je me dis bon, bah voilà, quoi. Les gens ils vont pas me calculer. Il y a le mec de K2 qui vient, Mike Powell. Il me demande si j'aime bien les K2. Je dis mais j'adore. Il me dit ok. Il me dit on se voit demain. Ok. Donc lui, il me voit rouler. Hein. Il voit que voilà, je brille pas plus que ça et tout. Sauf que le lendemain, quand il débarque, il vient avec un contrat. Et là, il me propose mon contrat, mon premier contrat pro de chez K2. Il m'amène avec lui au parking. Et là, il me dit serre-toi. Et là, j'ose même pas, tu vois, mais il me dit vas-y prends. Et il me donne un sac, il me donne des rollers qui sont même pas sortis, il me donne des t-shirts, des casquettes, des machins et tout. Et là, boum. Quand j'arrive, alors que je fais, tu sais, je suis pas qualifié pour la finale, j'arrive, mais j'ai toute la panoplie K2. Là, il y a tout le monde qui comprend qu'il se passe un truc, tu vois, même Taïd, il me voit, Gustavo me voit, Anis, il comprend, il me dit, ah, Lamine, c'est bien pour toi, c'est top et tout. Pour moi, ça part, tu vois. Ça, c'est une anecdote qui est assez rigolote. Pendant la finale, juste avant que la finale commence, on me demande de monter sur la rampe. Et on me demande de monter et de faire un double avec Matt Salerno. Parce que Matt Salerno, à l'époque, était considéré comme l'un des plus stylés, des plus prodiges et tout et tout. Et il s'avère que lui et moi, quand on roule, on a presque le même style, en fait. On roule quasiment presque pareil. C'est pas voulu, tu vois, c'est vraiment le hasard qui a fait ça, quoi. Et du coup, il demande à ce que lui et moi, on roule tous les deux ensemble. Et quand on roule ensemble, ben même moi, quand je voyais les vidéos, même moi, je regardais, je fais ah ouais, quand même, c'est abusé, quoi. On roulait quasiment presque pareil. Mais vraiment, on avait les mêmes gestes, on avait le même 5-4, le même Mac Twist, le même style à 2-3 trucs près, tu vois. J'en suis sûr, je mettais ses fringues à lui sur moi, t'aurais pu croire que c'était lui. Et en fait, c'est à ce moment-là que les Américains vont commencer à m'apprécier un petit peu plus. Alors que, tu vois, j'ai fini avant-dernier, normalement, ils me calculent plus, mais finalement, c'est à ce moment-là que ça commence à se déclencher, tu vois. Il y a un petit truc qui se suit et tout, et puis je suis très content, hein. J'intègre le team K2. Le mec de K2, Mike, il me dit, Lamine, si ce soir t'es en galère, tu vas avec César Mora, il y a de la place, tu vas avec Sean Robertson, il y a de la place. Ça y est, c'était officiel, j'étais chez K2 et tu vois, autant j'ai pas brillé sur la compète, mais autant ça m'a apporté énormément de choses derrière, parce que par la suite, après, ils m'ont élu Rookie of the Year de l'année. Tu te dis, quand même, les mecs, ils vont trop loin là pour moi, parce que je me voyais pas comme ça. Mais voilà, ils ont commencé après à m'inviter aux Graffiti Games, aux Extreme Games, au Global. Bref, à partir de ce moment-là, c'est là où ça a commencé, mon nom a commencé à circuler, ils ont commencé à m'inviter partout. Je suis sans voix. Ouais, mais franchement, c'est pareil. J'ai des images plein la tête avec tout ce que tu racontes. C'est génial. Et ça donne vraiment, on le revit vraiment à travers tes propos. C'est incroyable. Cette période-là, cette période dorée, elle va durer combien de temps? Clairement, hein, à partir de 2001, quand les Américains vont me prendre avec eux, Mike et tout va me prendre, ça va me durer jusqu'en 2000. Ouais, peut-être 2007, 2008 à peu près, tu vois. Après, je reste avec K2, tu vois. Moi, je suis tout le temps avec K2 après. Même si avant, j'étais déjà avec K2, mais sans officiellement, tu vois. K2 me filait des trucs parce que j'adorais K2. Après, c'était naturel chez K2. Ça a duré pas mal de temps. Après, j'ai eu la chance de faire des shows avec eux, avec K2. J'ai eu la chance de faire des shows pour Laza. J'ai eu la chance de faire des shows pour les X Games, pour promouvoir les X Games dans les autres pays et tout ça. C'est ça qui était marrant, quoi, tu vois. C'est encore une fois, pour revenir à ça, c'est que le fait que j'avais pas forcément brillé, j'étais pas qualifié pour la finale, et puis finalement, je me retrouve dans un cercle avec eux, et où, à un moment donné, on t'ouvre les portes, quoi, tu vois. Faut le dire clairement, quoi. Est-ce que t'as d'autres marques qui t'ont démarché à l'époque? Non, j'aurais pu rouler chez Rollerblade, sauf que le patin, moi, si tu veux, encore une fois, étant issu du quad, quand tu as un patin qui est confortable, tu peux pas aller sur un patin qui te fait mal aux pieds. C'est pas possible. Le plaisir, c'est aussi d'être bien dans ses rollers, quoi. Sinon, si t'as pas de plaisir, mets tes rollers, t'as mal aux pieds au bout d'une session, c'est pas normal. Une bonne paire de rollers, pour moi, tu peux rester toute la journée avec et que t'as pas mal aux pieds, tu vois. Donc, à deux, c'était les modèles qui se rapprochaient le plus, par rapport à leur soft boots qu'ils avaient fait, là, pour l'époque, qui se rapprochaient plus des baskets, finalement, tu vois. Donc, K2, ça fait partie, en fait, c'est les premiers à avoir inventé la soft boot, le brevet soft boot qui date de 1992, qui d'ailleurs va être beaucoup copié dans les 5 ans qui ont suivi. Et il y a Salomon d'ailleurs qui va batailler après avec K2 pour ce brevet aux États-Unis. La paternité de ce brevet-là, c'est bien K2.
Les Fati notamment, et même toutes les autres gammes K2, elles sont appuyées là-dessus. Donc oui, il y a d'ailleurs Walid peut-être qui confirmera, il y a eu quand même pas mal de custom à base de K2 sur des quads. Pas trop avec des Fati, avec des K2 mode. Ouais, mais parce que si tu veux, faut pas oublier, tous les Fati n'étaient pas UFS. Tout ce qui n'était pas UFS, c'était compliqué fallait à moins d'être un forcené, de scier la platine pour en faire. Mais je pense qu'à l'époque, les gens n'osaient pas scier pour abîmer une paire de rollers comme ça. À l'époque, c'était t'avais des Fati Pro, il y avait les Steel Point Bob ou un truc comme ça, je sais pas, qu'est-ce que t'avais, c'était quoi les patins à l'époque? Alors, les Fati ont été la clé de la clé de chez K2 en street. Hein. Ça a été vraiment les premiers modèles qui les ont vraiment. Après, on a eu les King 55, c'est un autre modèle qui est arrivé. Après, on a eu ce que tu as dit, après il y a eu les Point Bob. Ouais, après il y a eu des noms, je sais plus trop. Mais le concept était le même. Hein. C'était exactement le même que les Fati et que les King 55. Ça n'a pas changé. En vrai, ils n'ont pas changé. Tu vois, c'est resté les mêmes jusqu'à. Après, ils ont sorti des modèles, je sais même pas comment ils s'appellent ces modèles, tu sais, ils ont fait des cadeaux un peu bizarres d'ailleurs. Tu sais, il y avait une barre au milieu du spoiler là, tu vois, c'est une espèce de gros pavé qu'ils avaient sorti là. T'avais une zipette sur ta languette, tu pouvais cacher ton argent dedans et tout, tu vois. Oui, ceux-là, les gens ils les mettaient sur les quads, ceux-là. Ouais, bah forcément quand K2 ils te les envoie, t'es obligé de les mettre. Hein. Tu vas pas dire ah non mais j'aime pas, c'est obligé, tu vois. Et elle pesait 1 tonne. Je roulais avec. T'avais l'impression que je roulais avec des parpaings sur le truc. Mais bon, tant que les envoyer, t'allais pas leur dire non plus. C'est pas bien quoi. K2 de toute façon, ça a été mon plus gros sponsor sur lequel avec qui on a bossé bien comme il faut quoi. Tu vois. On va bifurquer un petit peu sur les à côté de la compétition. Yes. On va parler notamment de ton record de hauteur au Guinness Book en 2004. Ouais. T'as fait ça avec Taïk a priori. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots dessus? Ce qui est marrant, c'est que ça, je crois que je faisais le street au FIS et à un moment donné, je m'y crois tellement à fond que je me jette dans tous les sens et que j'oublie que je suis un rampeur, mais je me jette dans tous les sens en street et je me blesse à la cheville. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez comprendre, c'est parce que genre le soir même. Il y a Taïk qui m'appelle, qui me dit Lamine, voilà, il y a un record du monde en high jump qui s'est détenu par un Espagnol et tout, et ça fait quelques années. Et il me dit, est-ce que tu te sens de le faire? Bah, je dis, bah ouais, vas-y, pas de problème, tu vois. Et je lui dis, mais par contre, Taïk, il faut que je te dise un truc, j'ai la cheville en vrac. Il me dit, mais tu peux rouler? Je dis, oui. Quand tu mets le roller dedans, oui, mais marcher, tu vas me voir boiter comme un canard, c'est même pas la peine. Mais une fois que j'ai mis mon pied dedans, ça. Il me dit, bah vas-y. Ils font le nécessaire pour me faire venir, je sais plus, c'était à Biscarrosse ou je sais plus, ou un truc comme ça, ou à Villefranche-sur-Mer, tu sais, une connerie comme ça, une étape comme ça et tout. Et je fais quelques essais, mais tu vois, mes essais, elles étaient catastrophiques, mais vraiment catastrophiques. J'ai eu du mal à passer on va dire les 3 mètres et quelques, parce que j'avais ma cheville qui faisait super mal, et il y avait le médecin de là-bas qui me dit, ouais, je vais te faire un truc. Je lui dis, non, c'est bon, fais-moi juste un bandage. Clairement, j'avais dit, écoutez, mettez-moi le record directement en live à la télé, je le ferai directement. Et eux, ils avaient peur, tu vois, ils disaient, mais t'es sûr? Je dis oui, parce que je préfère y aller à fond pour une bonne fois pour toutes, que de vouloir m'échauffer comme ça, et puis de m'empirer et tout. Il me dit, ouais, mais tu veux pas? J'ai dit, non, faites-moi comme ça et tout. Ok, vas-y, pas de problème et tout. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, je rencontre un gars qui s'appelle Julien Dupont, qui fait de la moto trial, qui lui va casser sa moto en direct pendant qu'il fait un saut. Enfin bref, c'était un petit big up pour lui que je fais. Et du coup, je fais mon premier essai, et le premier essai, il y a Barry White, je sais pas si ça vous rappelez de Barry White, celui qui mettait le juge, qui mettait le truc et tout. Il me demande, je dis, bah, mets la barre à 4 mètres, je sais plus, je suis désolé, mais je me rappelle plus du record exactement à quelle hauteur c'était. Alors, ton record à toi ou celui de l'Espagnol? Non, le record de l'Espagnol, et après celui que j'ai voulu faire, je crois. T'as réussi à sauter 4,70, et en off, t'as réussi à faire 4,80. Ah, je crois que t'as raison, en plus, c'était ça. Et du coup, je demande la barre à 4,50 m, je crois, un truc comme ça. Pour être honnête avec vous, hein, quand je me mets en dessous et que je vois le tremplin, je dis, ah ouais, j'ai abusé, là, en fait, c'est sûr. Mais vraiment, je me dis, ah ouais, non, là, j'abuse quand même. 4,50 m à froid comme ça, le premier saut, je me dis, bon, bah, vas-y, écoute, on y va, quoi, tu vois. Mais, et puis, Taïd, il me voit que je fais un peu des grimaces au niveau de la cheville, tu vois. Et il me regarde et me dit, ça va? Je dis, ouais, écoute, je dis, Taïd, vas-y, on y va. Parce que c'était lui qui expliquait avec Barry White et l'autre gars, le présentateur. Et là, boum, je fais mon premier essai et je passe les 4,50 m, je ratterris nickel.
Tu vois, encore une fois, t'as le réflexe la défense Trocadéro, tu vois. Donc, tu sais comment atterrir sans voilà, quoi. Tu vois. Et en plus, Barry White, il me dit, ouais, faut pas mettre la main, faut pas mettre le genou. Et moi, je lui dis, non, mais t'inquiète, ça, j'ai l'habitude le jump en rigolant, tu vois. Et je passe ma barre des 4,50 m et trop content. Et, Taïk, je le regarde, il me dit, et il me dit, c'est bon et tout. Et il me dit, vas-y, mets directement la barre au record. Et le record, je sais plus, il était de combien. Je crois qu'il était de 4,55 ou 4,60, une connerie comme ça. Donc du coup, je dis bah vas-y. Et il met le record. Et du coup, je passe la barre du record. Donc j'égale le record. Donc c'est cool, ils sont contents et tout, machin, nanana. Et là, ils demandent pour mon troisième essai qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc je dis bah vas-y, on met 4,70, tu vois. Et au début, j'ai mis 4,60 pour assurer le coup parce que je savais pas, tu vois. Comme ils te mettent la pression parce que c'est en direct à la télé et il faut que ça aille vite, tu vois, t'as pas le temps de respirer et de dire bon toi vas-y laisse-moi le temps, tu vois, c'est vraiment la speed. Et du coup Taïg il me dit bah on met 4,70 et je regarde et encore une fois pareil, tu vois, moi je jauge toujours en me regardant, en me mettant sous la barre et en regardant, tu vois. Et là pareil, je regarde 4,70, je dis putain c'est haut là, c'est haut, je suis pas sûr de les passer. Là j'étais persuadé que j'allais pas passer, tu vois. Et là, j'y vais, je dis, allez, vas-y. Et il me restait, de toute façon, il me restait quoi? Je crois que j'avais le droit à 3 essais, 4 essais si je tombais, je loupais pas la barre. Donc, du coup, je passe, les 4,70 m. Et là, d'un coup, tout le monde est content, machin, nanana, ouais, bravo, record du monde, nanana, record, il est revenu en France et tout, enfin, bref, et tout. Il coupe le live, à la télé et tout. Et il me demande, il me dit, voilà, Lamine, ça y est, on n'est plus en off et tout. Par contre, si tu veux, il y a encore le juge, si tu veux faire le truc et tout. Je dis, bah, vas-y. Allez, on met 4,80. Et là, je passe les 4,80, mais les doigts dans le nez. Vraiment, les doigts dans le nez. Là, Taït, il me dit, là, franchement, là, t'abuses. C'était sûr que t'as mal à la cheville. Je dis, je te jure, je suis en sang sur ma cheville. Je dis, pourquoi? Il me dit, non, parce que là, on peut mettre on peut mettre plus. Et Taït me dit, bah, vas-y, je te mets à 5 mètres. Je dis, non, mais Taït, n'abuse pas non plus, toi. À 5 mètres, je vais jamais les passer, tu vois. Écoute, je sais plus, on met 4,90, je crois, un truc comme ça. Tu vois, les 4,80, ça a été par rapport au off avec le juge. Mais après, une fois que eux, ils ont arrêté, qu'ils ont tout remballé, je dis, vas-y, Taïk, on met 4,90 et tout. Et du coup, je passe les 4,90, les doigts dans le nez, pareil. Et là, je dis, putain, si je savais ça, j'aurais dit ça comme ça, on aurait clôturé le record une bonne fois pour toutes et tout. Et ça a été une très belle expérience où ils te mettaient une petite pression sympa, tu vois. La pression, c'était pas la pression du saut, c'était plus le fait que ce soit en direct et que c'est à la télé, que te dis bien ouais toi machin et tout, tu vois, c'était plus ça, mais c'était rigolo et c'était une belle expérience, quoi. Ça, c'était quelle année, ça? Franchement 2004. je sautais avec des streets, hein. J'avais pas de frisquette, hein. Parce que pour moi c'était inconcevable, sinon c'était pas possible de sauter en frisquette. Qu'est-ce qui était inconcevable? C'était l'atterrissage? Ah ouais, C'était quoi? pour moi, parce que pour moi de sauter avec du frisquette, je pense que je me serais tordu la cheville, tu vois, le fait d'avoir des grosses roues, parce que tu vois l'équilibre n'est pas le même. Et avec les petits trous, c'était beaucoup plus stable parce que c'est plus bas, donc au niveau de la cheville, c'était plus facile pour moi de sauter avec ça que de sauter avec le frisquette. Ta carrière professionnelle à proprement parler dans le roller, donc celle où tu as été sponsor et éventuellement payé, elle dure de quand à Ouais. quand? Encore une fois, c'est assez difficile parce que bien sûr, après il y a plein de trucs que j'ai pas dit, mais parce que c'est vrai qu'il faut, tu vois, faut après prendre un peu plus de temps, mais même si on a le temps, tu vois. Mais comme je t'ai dit, comme j'avais commencé déjà à travailler un petit peu avant, grâce aux clips, grâce aux films, grâce après à plein d'apparitions pour des marques, pour des marques de luxe, hein, que ce soit de parfum ou de machin et tout, on faisait de la promotion et tout. Donc tu vois, j'ai commencé à gagner ma vie déjà depuis tout jeune avec le roller. Donc là, mais après, à la suite, les sponsors avec K2, ça a duré entre 2001, dès le premier contrat, jusqu'à peu près 2006 ou 2007, quand tu sais, au moment où les X Games, ils ont enlevé le roller à la rampe, à partir de là, ça a commencé un peu ça, pas un peu, mais complètement à, plus rien à voir, parce que K2 aussi déjà commençait à redescendre, toutes les marques commençaient à redescendre, tu vois. Après, il y a aussi, faut pas oublier aussi la période qu'on a passée où à un moment donné, Crazy Roller arrête, Salomon se barre, tu vois, il y a des marques aussi comme ça qui se sont barrées, il y a K2 qui commence à ralentir, Roches qui ralentit aussi un peu tout ce qui est partie street, hein, je parle bien de la partie agressif, hein, roller agressif, même s'il reste très présent au niveau de la course et tout, mais pour tout le reste, c'est descendu, quoi, malheureusement. Allez, petit aparté sur Crazy Roller, avec Walid, une de nos interviews les plus anciennes, entre guillemets, c'est Gabriel Denis, Ouais. qui était donc en charge et qui avait écrit énormément d'articles dans Crazy. Non.
Je sais qu'Walid, il a envie de te poser des questions sur le pro modèle. Yes. Sur les, Ouais, avant, j'ai juste ça, une question que je veux poser, c'est, t'as beaucoup roulé avec les frères Yasutoko? Ouais, j'ai roulé, ouais, bien sûr. Bon, qui ouais, roulent t'as pas... encore, hein, d'ailleurs. Hein. Ils étaient encore au Ouais. NL, enfin, Takeshi, il était encore au NL Contest, cette année, quoi. Les deux frères, ils ont encore le niveau qui, ils calment tout le monde encore. Ils ont encore des, j'arrive pas à comprendre encore Ah, la puis, motivation qu'ils ont pour garder encore ce niveau. Hein. C'est incroyable le non, mais il y niveau. a ça, il y a leurs élèves derrière, quoi. Je sais pas si t'as vu la relève japonaise, mais J'ai même pas envie de voir. J'ai vu parce que à je 13 les ans. avais déjà remarqués depuis longtemps. J'ai envie de dire, faut qu'on fasse quelque chose parce que si, ils sont déjà de l'avance, les mecs là. Ils ont déjà de l'avance. Mais tu sais, pour au-delà du roller, ils sont en train de se préparer même en skate et en BMX. Hein. Ils sont en train de mettre le feu aussi là-dedans, hein, les Japonais. Ils arrivent à être assidus dans leur discipline, à se dire, on va le faire à fond, tu vois, on va le faire à fond. Et Takeshi, quand il entraîne ces jeunes là, tu vois, ils sont vraiment à fond, disciplinés. Ils ont presque le même style que lui. On dirait lui il y a 20 ans en arrière. C'est assez marrant d'ailleurs. Et je trouve ça énorme de garder cette motive et de pouvoir la transmettre pour que la nouvelle génération ait la même motive que lui, quoi. Parce que c'est fou d'avoir cette motivation et de la transmettre à ce point-là, quoi. C'est dingue. Moi, je suis respectueux. Je respecte ce truc-là qui est incroyable, quoi. Au-delà de Alors, voir que le mec est le meilleur du monde, tu vois, mais au-delà de ça. Juste avant de parler du matos, je sais que ça te tient à cœur, on va en parler. Il y a l'épisode 2006-2007 avec Blancali aussi, qu'il faudrait qu'on aborde. Ah ouais, Blanc, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai, j'avais zappé ça. Mais alors ça, Blancali, c'est pas 2005-2006. Moi, 2006-2007, j'avais noté à peu près, mais... Ouais, non, Blancali, c'est 99 jusqu'en 2013. C'est Ah pour te dire. ouais, Alors Blancali, pour raconter un peu, c'est voilà, c'est une chorégraphe espagnole, danse contemporaine, qui a en 98 a eu les clés de la part de Suren City Dance à l'époque, de lui donner les clés pour créer un spectacle autour de la street culture ou la street urbaine, je sais pas comment appeler ça, mais en tout cas tout pour réunir tout ce qui était hip-hop, jazz et un peu le sport extrême. Et justement le décor de ça, c'est une mini rampe. Et pour vous raconter l'anecdote, vous allez rigoler. On me contacte pour faire un show au début. On me dit c'est un show en mini rampe. Je dis vas-y, y a pas de problème, moi je suis OP. Et on appelle Fabrice Viguier. Donc on passe un casting. Alors moi je me dis c'est bizarre de passer un casting pour faire un show. Tu vois, je veux dire, c'est très bizarre pour moi. Mais bon bref. On intègre truc, donc on arrive, on voit la mini-rampe, une verticale qui est extraordinaire, on roule, on a l'impression d'être en compète, Fabrice et moi, on roulait dans tous les sens. Alors, et la chorégraphe, elle nous dit, ah bah c'est super, vous ridez super bien, et tout, et tout. Et elle jauge, elle est en train de jauger Fabrice et elle me jauge moi, tu vois, elle est en train de regarder et tout. Et à un moment donné, elle me donne un texte à Fabrice et à moi. Elle dit, voilà, vous allez dire ça. Et là, Fabrice et moi, on se regarde, on me dit, mais c'est quoi le rapport avec la démo et tout? Parce que moi, nous, dans nos têtes, c'était un show, hein. C'était pas une pièce de théâtre. C'était un show. c'est quoi ce Et du traquenard? coup, elle me dit, ouais, voilà, mais c'était ça, exactement. On dit, mais c'est quoi ce truc et tout? Et Fabrice et moi, on commence à péter de rire, on rigole et tout. Et je me dis, ouais, mais quand même, on est dans un théâtre, c'est bizarre le truc. Donc du coup, je lis les poèmes, mais je le lis, je le lis comme tu me dis, tiens, lis ça. Et du coup, je dis, ouais, petite pomme, l'oiseau au bord du pré. Enfin, après, je me rappelle plus du texte, mais c'était ça, quoi. C'était deux conneries, mais sans fond, sans rien, quoi. Puis voilà, ça se passe. Et puis Blanca commence à dire bon bah on vous rappelle. Et quelques jours après, elle m'appelle, elle me dit oh Lamine, on t'a pris pour faire le show et tout. Je dis ah bah super et tout, génial et tout. Voilà, ça va être payé tant, intermittent du spectacle, machin et tout. Je dis ok, vas-y, je fonce et tout. Sauf que quand j'arrive, ma tête, elle est encore pour un show. Je sais pas si vous imaginez, mais moi dans ma tête, j'y vais pour faire une démonstration. Et là, je me retrouve avec tout le monde. Et là, on parle de théâtre. Et là, on me demande de porter ma voix à parler parce que je dis des sketchs où je raconte des bêtises. Et là, je regarde, je dis à Blanca, non, mais ça va pas le faire. Moi, je suis pas venu pour ça. Tu vois, j'ai fait le mec là, quand elle me parlait comme ça, moi, j'étais en train de lui dire, là, je lui parlais comme si j'étais un pro-rider. J'étais pro-rider dans ma tête. Je lui dis, non, mais là, t'as pas compris, là. Je suis juste venu pour faire un show. Je suis pas venu pour faire guignol, moi, sur la scène ou m'amuser avec vous, mais ça va pas ou quoi. Et c'était assez rigolo parce qu'on s'était tellement pas compris que bah elle m'a dit bah essaye, tu vas voir et tout. Mais finalement je me prends au jeu, je me dis ouais je vais pas les mettre, allez je vais les dépanner et tout. Donc mais c'est un spectacle une heure 15, tu vois, c'est une comédie musicale le bordel, tu vois, c'est pas un show, tu vois. Donc du coup c'est chorégraphié, faut faire attention aux danseurs et tout, ils passent à des moments et je suis en train d'apprendre ce tableau là
le tableau du théâtre, quoi. Et là, je commence à je fais, ouais, laisse tomber et tout. Et je flippe, tu vois, parce que moi, là, on me demande d'aller dire le texte tout seul, tu rentres tout seul. Et tu sais, je suis stressé dans les coulisses. À quel moment faut que je passe? Non, mais attends, c'est pas maintenant. T'es sûr? Ok. J'étais dans les coulisses en train d'attendre à chaque fois. C'est normal, c'est la première fois, tu vois, t'es en stress, tu vois. Moi, je parlais d'un moment donné, je vais pour rentrer sur scène, les mecs, ils m'attrapent. Non, c'est pas maintenant, c'est après, toi. Tu vois, c'était que des trucs comme ça. Et, pour te raconter cette anecdote, il s'avère que après, voilà, l'histoire, elle a duré plus de 10 ans. Tu vois, ce qui était marrant, c'est que pour un show, l'histoire, elle a duré 10 ans. Avec ce spectacle, on a tourné quasi dans le monde. On a fait tous les grands festivals d'Avignon. On a même joué à Yale, l'université de Yale, de Harvard. On a fait toutes les conneries comme ça et tout. Et on a reçu le prix du Globe de Cristal du meilleur comédie musicale de l'année et tout. Une aventure extraordinaire, vraiment extraordinaire, qui a été pour moi incroyable et qui m'a fait un peu sortir de mon train de rider entre guillemets et tout, et d'être là plutôt et de rencontrer d'autres gens et tout. Et j'ai trouvé ça super fun. J'ai adoré. Et puis je me suis retrouvé à dire des sketchs sur scène alors que je ne pensais jamais faire ça de ma vie, mais j'ai adoré. Ouais, effectivement, on a fait une grosse digression sur cette partie un peu culturelle. Tu veux nous dire un mot sur Gino, le régisseur? Gino, c'était le régisseur qui est un acteur en vrai. Hein. Tu sais, c'est quelqu'un qui est acteur, qui a fait des pièces de théâtre qui ont cartonné et qui est dans des téléfilms qu'on peut voir sur Netflix en ce moment. Et Gino, c'était le régisseur le plus dingue qu'on pouvait voir, quoi. Tu vois, il était au petit soin avec nous. Moi, c'était un peu mon papa, tu vois, de scène, donc je l'appelle Pops parce qu'on l'appelait Pops. Il y avait Momo Silla après qui nous a rejoint, Momo Silla qui était un ancien Rider Street. Ah oui, Momo. Momo, ouais, qui travaille aujourd'hui chez Vuitton, mais qui à l'époque était chez Crazy Roller. Alors lui, il était mannequin et il écrivait aussi en même temps chez Crazy Roller et tout ça, qui a un très bon streeter, très très bon streeter, et qui lui après nous a rejoint aussi à la troupe et Gino. Pour revenir à Gino, ça a été le régisseur le plus dingue qu'on a rencontré. Quoi. Pareil, voilà, lui il fait partie aussi des gens qui m'ont intégré dans la troupe, qui m'a expliqué les codes entre guillemets du théâtre, qui m'a appris à parler un peu fort parce que tu sais quand je disais mes sketchs devant scène quand il n'y avait pas de public, l'ingénieur du son Antoine il était obligé de monter le son à fond parce que je parlais doucement, je parle normalement, tu vois, comme ça. Et Gino, il m'apprenait justement à parler fort, à porter la voix. Voilà, à porter la voix pour les gens. Et il me dit, ouais, faut que tu parles au mec qui est tout en haut et tout. Et je dis, ok. Enfin bref, c'était une belle aventure. Vraiment une belle aventure. Moi, j'ai envie de revenir sur le matos, parce que quand même, là, ma question était, on a parlé de K2, des patins, etc. Est-ce que t'as conçu du matos? Ou est-ce que t'as roulé avec du matos qui avait ton propre nom, je sais pas, patin, roue, n'importe, etc. Qu'est-ce que t'as? Bien sûr, on avait du matériel, mais après, ça c'est vrai, c'est marrant parce que j'avais presque envie de te dire à l'époque c'était normal, mais en fait non, c'est pas normal. En vrai, c'était une habitude, de voir ce genre de truc et tout. J'ai eu la chance d'avoir Alcatraz qui m'a offert mon pro modèle de roue qui est sorti et qui a bien fonctionné et qui s'est bien vendu et j'en suis très content. Et bizarrement, ça met de la pression, en fait, tu vois. T'as un double effet. T'as l'effet, waouh, je suis super content, j'ai mon pro modèle, et t'as un effet derrière qui fait, j'espère que ça va se vendre, hein, parce que si ça se vend pas, quand même, tu vois, c'est très marrant comme effet, tu vois. Il y avait un autre délire aussi où j'ai failli avoir un pro modèle chez Fila, pour le coup. Et eux, malheureusement, quand le Covid est arrivé, a été catastrophique. Je suis dégoûté parce que là, pour le coup, j'ai vraiment bossé sur le modèle dessus, tu vois, où là il y avait le nom et tout, c'était vraiment un beau modèle. Et finalement, après le Covid, les gens ils m'ont dit bon à la mine, on n'est plus avec toi chez Fila et malheureusement tous les projets qu'on fait avec toi, tu fais pas partie des gens les plus importants, ce qui était normal en même temps. Chez Fila, quand t'as le Covid, ils préfèrent virer les gens. J'étais pas la clé maîtresse de chez Fila non plus, hein. De la partie roller skate, inline skate, pas habillement, quoi. Pourtant, ce patin que tu nous montrais là, c'est pas un patin de rampe. Le non, patin 3 roues et tout. Non, mais il voulait faire quoi, frisquette? Frisquette, ouais. Ouais, moi j'étais parti plus pour vendre un patin frisquette parce que frisquette c'est pour tout le monde, quoi. Tu vois, c'est pour tout le monde. Et après la suite de ce patin-là, il aurait été que tu pourrais enlever le truc et mettre une soul plate en plus avec une platine de street et tout. C'était le but, tu vois. Et malheureusement, c'est pas grave, hein, ça arrive, hein, c'est comme ça, c'est mal tombé à un moment précis, voilà. Mais ça aurait été sympa aussi, tu vois, d'avoir ça. Est-ce que t'as pris le train du frisquette à un moment?
finalement, le free skate, c'était juste le roller qu'on faisait en quad, mais version inline, quoi, globalement. Dans les années 2000, quand Salomon arrivait, etc., on était tous à fond free skate, les vidéos, machin et tout. Mais toi, comment tu vois tout ça, en fait Là, moi, je le vois. En fait, c'est marrant parce que je le vois avec deux façons. C'est-à-dire que je le vois avec le fait que ouais, ben ils refont ce que K2 a fait avec Soulslide quand ils sont arrivés dans ces années-là. Pour moi, il n'y avait pas une évolution extraordinaire à part que oui, ils ont amélioré le matos et que les rollers Salomon étaient extraordinaires, les FSK, le confort et tout était là. Après, ils sont venus, c'est Freddy, hein, d'ailleurs, Freddy Lavorie, hein, qui a travaillé sur les modèles, je crois, hein, et il fait partie des gens qui ont bossé sur les modèles. Le FSK Ouais. J'aurais dit Seb Gasnier, Stéphane Zuber. Oui, voilà, il me semble que Freddy et Zuber ont bossé dessus. Ah, peut-être Freddy, ouais. Tu vois, il me semble. Ouais. Et que, voilà, parce que moi, je l'ai vu à travers eux, ce modèle-là, moi. Après, je l'ai vu à travers eux. Ils ont essayé d'apporter, apporter un free skate, à vouloir mélanger, pour moi, le free skate, c'était quoi à l'époque? C'était de mélanger le street rue avec le jump, à peu près. On essayait de mélanger les deux, tu vois, donc, ce que faisait K2 avec le K2 Soulslide, hein, pour moi c'était un peu ça, ou le Impala de Roches, tu vois, donc on était un peu là-dessus. Encore une fois, je le vois du déjà vu, pour moi, hein. Encore une fois, ça reste que ma vision à moi, hein. C'était un peu du déjà vu, mais vu que c'était les copains qui étaient derrière ce projet, je le voyais après sympa, tu vois, parce que ce qui était bien avec ça, c'est qu'il y avait le skate cross, le border cross, je sais pas comment on border cross, T'as fait les U2R? J'ai participé à un événement. Marseille, tout ça? Non, j'ai participé à celui de Paris. Où il y avait une grande table que j'adorais. Il y avait, puis j'ai fait Rennes aussi. J'avais fait Rennes et tout. Et un jour d'ailleurs, j'ai même eu un gars qui a dit ah oui, on préfère privilégier un mec qui fait des rotations que parce que j'avais fait une ou deux rotations pendant la compète, tu vois, en même temps de la course. Et il y avait un gars qui m'avait reproché que on t'a privilégié parce que t'as fait des rotations que d'être arrivé en premier à la course parce que j'ai dû arriver deuxième ou troisième, tu vois. Et je dis, j'en sais rien, mec, c'est pas moi, c'est moi, je suis parti, je me suis senti à vouloir faire une rotation. Enfin, on me l'avait reproché, puis non, j'ai participé 2 fois, une au Trocadéro et une à Rennes. J'ai adoré, c'était super. Alors les podiums, je saurais même pas te dire. Je suis pas sur le podium, ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. On a parlé un petit peu du passé, mais parlons un petit peu du présent. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? T'en es où par rapport au roller? Aujourd'hui, je suis plutôt dans le développement roller, j'ai envie de te dire plutôt médiatique. J'ai plus envie de le faire connaître au grand nombre, tu vois, parce que j'en ai un peu marre qu'on prenne toujours des gens dans le roller pour faire juste du cambriolage, tu sais, dans les films, juste. Tu sais, je voudrais faire vraiment un vrai film de roller, une vraie histoire de roller. Ça existe, hein, je suis pas en train de dire que ça n'existe pas. J'ai plus envie de me placer dans ce délire-là où j'ai envie d'apporter le roller médiatiquement parce que c'est ce qui nous manque quelque part. C'est de l'envoyer au grand public. Même Taïg le fait très bien, tu sais, Taïg l'a très bien fait à travers ses records du monde ou à un moment, son record de la Tour Eiffel ou du Sacré-Cœur qui à un moment donné a fait parler beaucoup de roller. Donc c'était une bonne pub pour tout le monde, pour nous. Je trouve que maintenant, quand tu vois l'image du roller, on n'est pas encore au top, quoi, tu vois. Alors, ouais, quand je regarde un petit peu les années passées et les vagues, en fait, de mode qu'il y a pu y avoir, t'as eu 2009-2010 avec Bliss, Whip It, où t'as le derby qui est monté en force. T'as eu 2016, où il y a eu Soy Luna, mais avec un public un peu différent, qui a foutu un énorme boost au roller, mais encore en quad, parce que là, c'était pareil, derby quad, Soy Luna quad. Et 2020, t'as le confinement. Pareil, encore public féminin, encore quad. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Les 3 dernières modes, c'est du quad et c'est féminin. Comment tu verrais la suite, toi, à ton avis? Après, faut pas oublier qu'on avait eu aussi Rollerball avec Jean Reno, avec l'acteur américain et tout, alors, tu vois. L'original 74, effectivement. Non. Et après celui de Jean Reno dans la foulée, ouais. Ouais, en 2006, hein. On est en 2005, je crois. Pourquoi je te dis ça? Parce que je suis dans le délire, hein, du casting, hein, c'est pour ça. Je t'en parle de ce film-là. Pour plein de gens, le roller, c'est la boum, hein. Ah ouais, bien sûr. Pour plein de gens de notre génération, c'est la boum. Maintenant, pour la génération de maintenant, ça va être Soy Luna, comme t'as dit, ou Bliss, ou machin, et tout ce que tu veux, tu vois. Après, il y a d'autres films. On sait sur Insta aussi, alors, la médiatisation a quand même pas mal changé. C'est effectivement le cinéma a encore un poids, mais ce qu'on voit quand même, c'est que sur le confinement en 2020, les vrais vecteurs de la pratique, ça a été des influenceuses, des filles qui avaient une vingtaine d'années, quoi. Complètement.
Il a failli y avoir une série parce que Yves de Houtini, il avait écrit une série pour Netflix, enfin une série, c'était pour Netflix ou quoi, enfin bref. Je sais pas pourquoi elle est pas sortie, il faudrait qu'on l'invite pour qu'il en parle. Mais des gens qui l'ont vu, c'était assez cool, plutôt une série type ado quoi, sur des mecs justement des ados en roller quoi. Il y en a une qui sort aussi cette année là, qui est toute fraîche, qui est Saturdays, qui est un peu le même principe que Soy Luna, qui est américaine et en fait c'est la communauté afro-américaine dans les skating rinks. Mais plutôt un public ado, un petit peu dans l'esprit Soy Luna, mais peut-être un tout petit peu plus âgé. Soy Luna, Alors, on était sur des je vais peut-être vous apprendre un truc, peut-être vous le savez déjà, mais tu sais qu'il y a une série sur le roller quad derby française. Derby Girl. Voilà. Ouais, Ouais. tu connais ça? Bon, on a fait une série de podcasts dessus au tout début du podcast, pardon. avec le fondateur du podcast, ouais, Philippe. Okay. Eh ben, bizarrement, on l'a pas vu plus que ça. Tu vois, ça a pas cartonné plus que ça. Je trouve ça dommage que Netflix ne récupère pas ce genre de truc parce que Bah, les épisodes sont encore disponibles sur France TV. ouais, sur France TV, ouais. Et il y a aussi un autre truc sur Netflix qui est sorti sur des équipes de rink femmes en Espagne. J'ai vu. Faut être honnête, hein, aujourd'hui le quad, il y a un reboom du quad grâce aux filles. Alors je sais pas si c'est grâce à Bliss, ce film-là, au roller derby, qui a fait qu'après derrière les filles du roller derby se sont un peu estampillées vers la rampe, vers le bol et tout ça. Moi je trouve ça extraordinaire, tu vois, je trouve ça cool. Après, alors moi j'ai eu une expérience où je suis tombé sur une fille qui m'a raconté que c'est quasiment elle qui avait inventé la discipline, tu vois. Et moi, ça m'a fait rire un petit peu parce que t'as envie de te dire, ouais, faudrait que tu révises un peu tes classiques, ma grande, parce que il y avait quand même des riders avant. T'étais même pas né, et j'en suis sûr et certain. Parce que pour me dire un truc comme ça, c'est que t'étais pas né. C'est un peu le seul petit truc que j'ai eu du mal. Mais bon, après c'est normal, ça arrive. Hein, tu sais, faut apprendre à regarder en arrière, mais c'est un petit peu la vocation qu'on a avec Walid d'essayer d'ouvrir un petit peu l'esprit. Alors c'est peut-être un peu prétentieux de notre part, mais tu vois, de montrer qu'il y a eu d'autres choses avant. Ce que je disais en off, tu vois, vous faites du très bon boulot et ça demande à ce que vos podcasts aillent beaucoup plus loin que ça. Ça demande vraiment. Et si vous n'êtes pas là, bah voilà, il y a qui quoi, il y a personne. Tu vois. Je suis pas en train de dénigrer les autres, hein. Je suis pas en train, je sais pas, tu vois, mais bon, toi quand je te vois Alex. Walid, je te connais un petit peu moins, tu vois, même si on a dû se croiser même plusieurs fois, j'en suis sûr, tu vois. Ouais, à Roller Park mais bon, Alex, toi, je te vois pas dans les mêmes. On se côtoyait sans se côtoyer, quoi, tu vois. Voilà. Quoi, tu vois, je pense que nous, on s'est connus. Ça doit être à Rennes-sur-Roulette, je pense, ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est possible, ouais, c'est possible. Ouais. Et je me rappelle, tu m'avais même fait une photo avec Kato, tu te rappelles? Oui. Tu m'as fait. Mais ouais, c'est l'interview de Kato, ouais. Je l'ai toujours, celle-là. Tu sais qu'à cause de ça, il y a des gens, ils m'ont dit, ah, mais tu connais bien Kato, toi. Je le connais pas, le mec. Je le connais pas du tout. Et ce qui était vrai, en plus, je le connaissais pas du tout, tu vois. Et il y a des gens, ils m'ont dit, oh, mais c'est ton pote. Je dis, mais non. Il me dit, t'es en photo avec. Je dis, ben, écoute, je sais pas comment on a fait cette photo. Ça a été, circonstance. Ah, t'es là, ouais, machin. Ouais, je crois que, ça, pareil, ça doit être à Rennes-sur-Roulette ou quelque chose comme ça. On avait croisé quelques matheux et on avait fait l'interview pour l'histoire de Reims. Pour présenter la marque Reims, mais c'est pareil, ça date de 2004-5 dans ces eaux-là. Ouais, mais ça, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, ah, t'es chez Reims? Je dis pas du tout. Et, c'était à travers ça, en fait. C'est pour ça qu'on m'a dit ça. C'était marrant, tu vois. Je dis, tu vois, comme quoi, le taf que tu fais, ça porte ses fruits, quoi. Ouais, c'est vrai que on a fait une petite digression, là. Vas-y, Walid, recadre. Donc là, on a parlé quand même de pas mal de choses. On a parlé de ce que t'as fait, de ce que tu fais maintenant. Avant de terminer, en général, on demande aux gens comment est-ce que tu vois le roller dans l'avenir, en fait. Ouais. Oh, ça, c'est une question quand même un peu difficile, hein, pour être honnête. Comment moi je le vois, j'ai envie de te dire, moi je revois encore un gros boom du inline, tu vois, un gros boom du inline. Je vois bien une petite apparition au JO où vraiment là tout va se déclencher. Normalement, on est censé revenir aux X Games, mais encore une fois, ça c'est, il y a eu des infos qui sont venues comme ça. Bon, est-ce que ça va être vrai ou pas? On est censé revenir aux X Games, donc c'est déjà pas mal. Ce serait une super nouvelle. Pour moi, ce qui va nous faire clairement prendre une autre dimension et qui puisse, quand je dis une autre dimension, je veux dire pour que tous les riders puissent se permettre de vivre du roller, ça serait vraiment les JO. Les JO. Si demain le roller passait aux JO, on aura clairement la place pour beaucoup de riders qui puissent gagner leur vie grâce au roller, parce que ce qui est cool et ce qui est bien aussi aujourd'hui, c'est que voilà,
À l'époque, on pouvait pas savoir qu'on pouvait gagner sa vie au roller. Aujourd'hui, on peut. Maintenant, on peut se dire qu'on peut gagner sa vie en roller en donnant des cours ou en étant vendeur au magasin de roller. Tu vois, tout ça, c'est quand même pas mal. Tu vois, je veux dire, et voilà moi comment je vois les choses. Je vois plutôt j'espère qu'un jour on y sera, quoi. J'espère vraiment, parce que ce qui est marrant, c'est qu'on y a été et on est ressorti. Et c'est là que j'ai pas compris en fait le truc, c'est que Ça a été un passage express, hein. ouais, ça a été oui, ça a été le 92, les Jeux Olympiques de Barcelone, du fait que le président de la Fédé espagnole, c'était Juan Antonio Samaranch, qui était aussi président du CIO. Donc il a fait rentrer son sport, sauf qu'en fait, il fait rentrer le ring hockey. Et qu'en 92, au moment où le rink arrive, le rink est au jeu, et ben l'année d'après, il y a le inline qui pousse comme un dingue. Et voilà. Bah, c'est pour ça que j'espère que ça va revenir, mais qu'on va revenir dans de bonnes conditions, avec avec de bons délires, quoi, et de bons fun, quoi. C'est ce que moi j'aimerais bien voir le roller, ce que ça donne au JO, comme je vois aujourd'hui la chance qu'ils ont les skateurs ou les BMXers, tu vois. Pour aller encore plus loin, même la trottinette aussi, tu vois. Je voudrais voir tout ça, tous ces sports-là, parce que ça voudrait dire que ben ouais, on a réussi les gars, parce que c'est ça en vrai. Hein. En vrai, l'histoire, c'est d'avoir réussi. Quand tu vois le BMX freestyle et le skate freestyle, ils étaient pas partis pour quand même. Hein. C'est des mecs assez acharnés dans leur discipline, et qu'aujourd'hui ils sont au JO. Moi, j'ai envie de dire félicitations les gars. Le parcours qui a été fait à travers tous ces légendes de riders, voilà. Et le roller, j'ai envie qu'on arrive à ça. Tu vois, j'ai envie qu'on arrive à ce que, ben voilà, tout le parcours de tous les riders qu'ils ont. Tous les riders qu'on en fait de près ou de loin, tu vois, toute l'industrie du roller, eh ben pour moi ça serait une belle, tu vois, un beau message, tu vois, qu'on se retrouve aux Jeux Olympiques comme ça. Ben voilà le parcours les gars. Parce que encore une fois, le roller c'est pas une personne ni deux, tu vois, c'est vraiment une communauté qui est énorme et c'est ça quoi, c'est ça. Alors en parlant de personnes et de communauté, avant de finir, on a une question qu'on aime bien avec Alex. Qui t'aimerait entendre parler pour raconter son histoire? Aïe aïe aïe. Oh, non, tu peux pas me dire ça. Ça c'est pas cool. C'est pas cool. Il y en a plein. Vas-y, 6 ans plusieurs, c'est pas grave. Bon, vas-y, 6 ans de plusieurs. Ouais, Taïg, je sais, vous allez le faire, Taïg, ça c'est sûr. Appelle à Taïg. S'il est d'accord. Je vais pas faire le coup de venez, on l'appelle en direct parce que je sais pas, tu vois, s'il me répondent, tu vois, parce que là c'est un petit peu trop tard pour vous, tu vois. Ah, il a vu le message déjà, c'est déjà pas mal. Il a vu, c'est cool. Ouais, Lamine a envoyé un message avant. Ouais, j'ai envoyé un message. Du coup, non, j'aimerais bien voir. En fait, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est un peu tous les anciens. Donc, que ça soit Alex, Robocop, Dimundu ou son frère Désiré. Bon, Hakim, très bientôt, j'espère. Michel Fize, pourquoi pas, si vous arrivez à l'avoir, parce que ça serait marrant aussi d'avoir un peu ce que lui. Parce qu'en fait, bon, encore là, on sort un petit peu du truc, mais j'aimerais bien avoir son ressenti à lui de comment il a vu le roller et comment il le voit. Est-ce qu'il le regarde toujours? Est-ce qu'il nous regarde ou pas? Est-ce qu'il se rappelle de certaines personnes ou pas? Tu vois, comme De Backer, hein, tu vois, De Backer aussi, est-ce qu'il se rappelle encore? Bon, lui il se rappelle bien sûr, mais tu vois, par exemple, là je sors en dehors du truc, mais Gabrielle, elle se rappelait pas, tu vois, elle se rappelait pas de moi, alors que je l'ai côtoyé pendant un petit moment à la Défense. Et quand je lui ai dit, je l'avais revu au Pro Bowl Contest à Marseille, je lui ai dit ouais, on se connaît. Elle me dit ah bon? Je dis ouais, on se connaît très bien et tout. Moi je t'ai vu, j'étais tout gamin à la Défense et tout, à la première compète et tout. Et voilà, tu vois. Et bon, elle, vous l'avez fait et je trouvais ça super. Moi, c'est un peu tous les anciens, tu vois. C'est un peu tous les anciens, quoi. On devrait faire. En fait, je croise les doigts. On devrait faire Benji. On devrait faire Benji normalement cet été. Il y a de toute façon, regarde, Benji, Zola, Gustavo, JP, Merlin aussi. C'est quelqu'un qui va vous raconter des choses. Vous allez péter un câble. Il y a aussi un rider qui a fait énormément, qui s'appelle Rachid Dibou aussi, qui est un réalisateur aussi, tu sais, qui a fait le film Halal Police d'État avec Eric et Ramsey, tu vois, qui a fait du roller, qui a dansé pour le hip-hop, mais qui est oui. tu vois, il a fait beaucoup de choses. Il y a aussi Mousse, David, tous ces anciens-là, Tariq aussi, tu vois, Ben, le petit Ben l'Indien qu'on appelait Ben l'Indien, qui était un gros c'est tout cette génération. Bien sûr, ils sont en dehors de tout ce qui est rampe et street à part Taïd, tu vois. Mais je veux dire, tous les autres, c'est vraiment un pur et dur du début du quad et du slalom. Pour finir, on va te laisser la parole pour une tribune libre. Donc la parole est à toi pour passer le message que tu veux aux auditeurs et aux auditrices de Balado Roller. C'est gentil. Combien de temps? 1 heure? C'est ça? Non,
Vas-y, on fera une partie spécifique. Non, mais encore une fois, je pense que voilà, déjà vous, le travail que vous faites, il est extraordinaire et je pense que c'est le plus important, c'est déjà de vous remercier pour ça parce que franchement, sans vous, encore une fois, bah il y aurait pas de podcast sur le roller tout court, tu vois, et je trouve ça super fun et franchement, le mot de la fin pour moi, ça va être de vous remercier et de continuer à fond sur votre podcast. Et le soutien, pour moi, il est à fond derrière vous parce que c'est extraordinaire le taf que vous faites. Vous prenez le temps de discuter avec les gens, vous prenez le temps d'écouter, et après derrière de faire le montage et de le poster et tout. Et moi, c'est ça le mot de la fin. C'est merci beaucoup à vous, félicitations, bravo. Ça fait plaisir, moi ça me fait plaisir en tout cas. Et puis en plus, vous êtes des anciens et ça c'est encore un autre niveau encore, tu vois, parce que quand on parle d'anciens et que on a à peu près les mêmes codes, donc ça c'est ça qui est fun et qui est cool et on sait de quoi on parle quand on parle de la défense ou du Trocadéro, etc. Donc du coup, encore une fois, merci beaucoup et bravo à tous les deux parce que c'est un sacré taf. Merci de nous l'avoir dédié, en tout cas c'est cool. Ouais. On fait à peu près tous les trois la même pointure, à peu près tous les trois la même taille, on a à peu près tous les trois le même âge. C'est vrai. T'as quel âge, Walid? 45. Et moi, Oh, ouais, yes. 44 et bientôt 45. Bah ouais, tu vois, moi j'essaie de vous rattraper. Hein. J'en profite parce que c'est vrai que de temps en temps on explique un peu les motivations. Les motivations, elles sont multiples. On a tous les deux les nôtres. Moi, il y a un truc que j'aime tout particulièrement, c'est que je sais que ce soir, quand je vais m'endormir, je vais pas arriver à m'endormir parce que je vais penser à trop de souvenirs, trop de trucs et tout. Et en fait, ça c'est génial. Et après, j'en reparle avec. Et en fait, en gros, quand tu commences à parler avec des anciens, par exemple, j'ai parlé avec des anciens, avec Stéphane Zuber, avec Fildar, etc. Ils m'ont parlé l'épisode de Francis et tout. Et en fait, tu vois que les anciens, ça leur fait plaisir d'écouter ça. J'espère qu'il y a des gens qui n'ont pas connu et qui écoutent aussi parce que ça leur permet de connaître d'autres trucs. Mais nous, ça nous permet aussi de nous reconnecter avec des gens et de savoir que t'as telle personne qui a parlé ensuite à telle autre personne. Ah ouais, j'ai écouté, c'est cool et tout. Bah, en fait, ça nous fait super plaisir. En fait, tu t'aperçois que les gens avec qui t'as fait du roller, tu connais pas leur vie, quoi. Il y a plein de gens, c'est en les interviewant qu'on apprend leur vie et en fait, ça, c'est quand même très, très rigolo. Donc, pour moi, il y a ça. Puis il y a la deuxième chose qui est le truc pour lequel j'ai toujours fait des sites internet et des vidéos, c'est la conservation de la mémoire. Si on conserve pas nous la mémoire, et ben en fait demain cette mémoire elle partira et il y a personne qui sera capable d'expliquer et de montrer aux gens tu vois là quand on voit que le Trocadéro c'est mort, et ben en fait entendre les gens parler du Trocadéro, ce qu'ils ont fait et tout, c'est aussi une manière de faire vivre le truc parce que il reviendra plus le Trocadéro quoi. Ouais, c'est fini. Là, c'est fini, ouais. Malheureusement. Même la Défense, hein. De toute façon, Trocadéro, Même la la Défense, Défense, Notre-Dame, ça y est, c'est fini, quoi. C'est fini, tu vois. Et encore une fois, bravo. Pourquoi? Parce que le site déjà, quand je vois toutes les mémoires, les archives que vous faites, elle est incroyable parce que comme je disais à Alex la dernière fois en SMS, j'étais sur ce projet-là à travers le livre que j'ai acheté de Sam, qui m'a scotché, qui m'a clairement scotché, tu vois. Puis j'en ai acheté d'autres derrière que je vous montrerai aussi, qui m'ont bluffé, tu vois. Mais celui de Sam, c'est pour moi, ça a été une révélation. Hein. J'ai eu une lumière qui est apparue. Je fais, oh, mais c'est quoi Ça m'a ce fait délire? pareil, ouais. Si j'en suis ici aujourd'hui, c'est grâce à ça. Ce qui est fou, c'est que je l'ai pas lu qu'une fois ce livre. Ça fait 10 fois que je le lis et ça fait 10 fois que tu retrouves des trucs dedans. Et du coup, ça m'a incité justement après à faire moi de mon côté en prenant les choses à lui, en prenant des trucs à vous aussi sur le site et tout. Ce qui est normal parce que je vous cite aussi dedans, je vous nomme dedans et tout, c'est normal. Hein, parce que quand tu cherches des archives, vous êtes les premiers à ressortir. Hein. Ça veut dire que tu fais du très bon boulot. Ça veut dire que si t'étais pas là, en termes d'archives, on serait, pour ceux qui cherchent, on serait bloqué, hein, on serait vraiment bloqué parce que le taf que vous avez fait, il est énorme, il est magnifique. Et pour les gens qui veulent s'intéresser au roller, franchement, ça vaut le coup. Le site Roller en ligne, il est extraordinaire pour ça. Il y a des archives incroyables sur l'histoire du roller qui demande qu'à être connu au grand public. Mais malheureusement, hein, tu connais les sites de roller, c'est pour le roller, les gens, tu vois, il faut les attirer. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais faire moi un livre de mon côté, enfin, livre, sans prétention, hein, en reprenant un peu ce que vous avez fait vous, en ajoutant un petit peu ma touche à moi par rapport à l'époque de Roller Street, de la marque Rollerblade, K2 et tout, que vous avez déjà fait aussi, mais que je rajoute aussi, pour attirer les gens. Parce que le but, c'est aussi d'attirer ces gens-là au grand public, de dire, regardez les gars, l'histoire du roller, parce que ce qui est bien, le roller, c'est que tout le monde en a fait au moins une fois dans sa vie du roller. C'est ça qui est bien. Et l'histoire, et c'est pour ça que ça m'a motivé.
Et encore une fois, en parlant de ça, c'est que mon but aussi, c'est de faire des conférences sur l'histoire du roller, en espérant qu'un jour, c'est moi qui vous inviterai à venir et à faire une conférence sur l'histoire du roller en parlant de vous. C'est ça qu'il faut arriver à garder. Et vous le faites très bien. Et encore une fois, bravo à vous deux et bravo au travail que vous faites. Même si on vous le dit pas assez, bravo, parce que on écoute. Même si les gens vont pas vous le dire, je sais qu'on écoute. Merci. Moi, j'ai écouté, ça fait plaisir. D'ailleurs, ça me fait penser qu'à l'instant T, il doit y avoir, au moment où on parle, une conférence sur le roller au sein d'un événement qui est organisé à Paris par Flanners, avec Florian Gravier qui m'a dit qu'il faisait un truc sur l'histoire de la roller dance. Et je crois que c'est en ce moment. Tout à fait. Il vient de m'envoyer un message dessus. Effectivement, c'était ce week-end et tout. C'est dommage qu'on n'ait pas ces infos plus tôt pour réunir tout le monde, parce que c'est bien de réunir tout le monde, tu vois. Moi, si demain je fais un événement comme ça, je fais appel à tout le monde vient. Et je veux dire, le but c'est que voilà, en plus ça se permet de revoir un peu tout le monde et tout, tu vois. C'est incroyable, non? Mais tant mieux. Écoute, tant mieux. C'est le mot de la fin. On va se quitter là. Très content. C'était vraiment super. Lamine, merci beaucoup. Merci à vous, merci Walid et merci Alex en tout cas. Ouais, merci pour toutes les images que tu as pu amener là dans mon esprit. Franchement, il y a un moment, j'étais sur les patins aux États-Unis, c'était génial. Ouais, moi aussi là, j'étais parti loin. Pour nos auditrices et nos auditeurs, comme à chaque fois, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à en parler autour de vous. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur le site de Roller en ligne ou sur les plateformes de streaming. Le podcast, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Surtout, voilà, parlez-en autour de vous. Attends, quelle plateforme de streaming? Faut préciser, Spotify, Deezer, tous. Alors, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Acast, Castbox, Podcast Addict, enfin à peu près toutes les plateformes que tu peux trouver, on est dessus. Donc voilà, donc il y a pas de raison de pas écouter, voilà. Et surtout, restez pour les prochaines parce qu'on a encore, normalement, on a encore des très belles interviews à venir. Plein de souvenirs en perspective, voilà. Et c'est le mot de la fin. À part si Alex, tu veux rajouter quelque chose. Oh, je vous remercie tous. Vous pouvez, si vous le souhaitez, soutenir l'association Roller en ligne. Rollerenligne.com est une association de loi 1901 qui va fêter ses 20 ans en 2023, le 11 décembre très précisément. 20 ans de taf quand même, mine de rien. Et ce taf, on le doit aussi, enfin cette pérennité, on la doit aussi aux gens qui nous ont soutenus financièrement au fil des années. Que ce soit les marques, les shops, mais aussi les membres bienfaiteurs. Donc, vous pouvez faire des dons à l'asso si vous le souhaitez, pour continuer à faire perdurer la mémoire du roller, et voilà, et soutenir notre travail. Merci à tous, à bientôt et à la prochaine fois. Aujourd'hui, seconde partie de notre podcast consacré au ramp rider Lamine Fati. Après sa carrière sportive, nous enchaînons sur sa vie professionnelle.